Je vais seulement vous lire les règles de chronométrage. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si on n'a pas terminé la présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. La période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Et veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom de la provenance de votre université. J'aurais aussi besoin de votre lettre d'équipe. Merci. Je vais commencer. Alors, bonjour, chers membres du ministère des Transports du Québec. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de la confiance que vous nous portez afin de répondre à votre problématique. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir faire partie de la solution gagnante du ministère. Je vais maintenant vous présenter mes collègues, Joël Fontaine, Martin Gauthier et moi-même, Jean-Sébastien Lemay. Nous sommes ici ce matin afin de répondre à un mandat très clair. Pour ce faire, nous suivrons le plan de présentation que voici. Nous cernerons tout d'abord la problématique et le mandat. Par la suite, il y aura une analyse stratégique de fait, soit l'environnement externe, l'environnement interne, en passant par les forces, faiblesses, menaces et opportunités, afin de répondre spécialement et adéquatement à votre problématique. Par la suite, nous ferons l'analyse des solutions proposées en pesant le pour et le contre de chacune de celles-ci. Par la suite, nous vous proposerons nos solutions que nous avons incorporées dans un plan d'action, soit à court, moyen et long terme. Et finalement, nous terminerons par une conclusion suivie de brèves recommandations. Donc, pour ce qui est du mandat, le mandat était très clair, soit faire l'analyse des 4 solutions proposées et ensuite choisir la meilleure de celles-ci ou bien apporter une solution optimale afin de répondre aux congestions dans les axes principaux mêlant à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. Donc, la problématique majeure que nous avons soulevée est le fait que les moyens de transport actuellement en place sont en sous-capacité. Je vais maintenant procéder avec l'analyse stratégique. Il est important de comprendre qu'on a fait un diagnostic global. Nous avons cependant retenu les principales forces, faiblesses, menaces et opportunités pour la raison très simple que nous allons tirer avantage des forces et des opportunités que vous avez. Nous allons prendre en considération les contraintes que nous imposent vos menaces ainsi que vos faiblesses. Donc, la première force que nous avons constatée en faisant le diagnostic est, pardonnez-moi, le système des transports, la STM, qui est déjà en place. Un très bon système, coupe 83 municipalités, un territoire de Kanawaki, une réserve autochtone, puis également plus de 500 km², ce qui est vraiment très bien. Puis, pardonnez-moi, ce qui est vraiment très bien. Puis en plus de ça, c'est un réseau de transport qui est également très flexible. Donc ensuite, pour ce qui est des points améliorés, le premier que nous avons soulevé est le stationnement à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, pardonnez-moi. Le stationnement est présentement utilisé à capacité maximale et l'affluence des gens ne cesse de croître dans l'aéroport, donc il y aura bientôt un problème de stationnement à ce niveau-là et nous allons tenir compte dans nos solutions. Ensuite de cela, et le temps de déplacement. En ce moment, en moyenne, vous nous avez mentionné que le temps du centre-ville de Montréal jusqu'à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau est d'environ de 45 à 60 minutes. Les gens qui vont à l'aéroport, souvent que ce soit pour affaires, que ce soit pour voyage, entre amis, ils ont des départs fixes. Ils se doivent d'être à l'heure à leur départ. Et quand c'est difficile de savoir le temps exact pour les gens, parfois c'est stressant. Donc, ce serait vraiment important de diminuer ce temps-là et de le réduire. Et dans nos solutions, vous allez voir que ça réduit amplement le temps. Pardonnez-moi, le temps d'attente. Pardon. Pour ce qui est des opportunités, la seule que nous avons sauvée, est la diversification des sources de financement. Vous nous avez dit qu'avec les pourparlers, vous avez eu avec le gouvernement fédéral, provincial et les aéroports de Montréal, chacun était prêt à investir 200 millions de dollars pour la construction ferroviaire. Donc, ça montre une belle ouverture d'esprit, qui sont conscients du problème et puis qui sont prêts à vous aider à ce niveau-là. Pour ce qui est maintenant des menaces, la première, c'est l'augmentation de l'achalandage. À preuve, vous me dites que d'ici 2016, il y aura environ 27% d'augmentation dans les aéroports, à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.
et que dans ces 27%-là, en tout, ça va faire 25% d'augmentation également de véhicules motorisés, de déplacements motorisés. Et présentement, c'est déjà insoutenable. Il y a vraiment beaucoup de congestion, les délais sont retardés. Donc, il faut vraiment faire quelque chose pour régler ce problème-là le plus rapidement possible, parce que ça devienne un trop gros problème. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Martin, qui va vous faire l'analyse des 4 solutions proposées en passant par les points pour et les points contre de chacune de celles-ci. Bon, pour commencer, la première solution qui a été apportée, c'est la navette 747. Cette navette-là a été déjà implantée en 2010. Présentement, elle est fonctionnelle, elle fonctionne bien. Vous avez une acceptation au niveau de vos utilisateurs, où ce que, en l'espace de quelques mois, votre nombre d'utilisateurs est passé de 500 à 2500 utilisateurs et qui pouvaient aller jusqu'à 3500 dans les hautes périodes, ce qui est vraiment excellent. Ensuite, un autre point par rapport à la navette qui est très bien, en fond, c'est que cette navette-là n'est pas utilisée seulement que pour les utilisateurs, pour l'aéroport. Elle peut être utilisée avec d'autres utilisateurs, des personnes qui peuvent prendre la navette à des fins personnelles. Donc, c'est la diversification au niveau de l'utilisation de la navette. Enfin, au niveau des points contre, ce qu'on a ressorti, c'est que c'est le moyen qui a été utilisé puisque le délai est le plus long, qui pouvait aller jusqu'à 45 minutes. C'est un petit point négatif que nous avons apporté par rapport aux navettes. Aussi, comme dernier point négatif qu'on avait remarqué, c'est que le territoire à desservir est quand même assez grand, ce qui dans le fond, amène aussi que le délai qui est de 45 minutes. C'est dans le fond une des raisons pour ce délai. OK, donc, la solution que vous avez apportée, que vous avez proposée dans le fond par rapport au fait que cette navette 747-là est un temps d'attente assez long, vous avez amené la possibilité d'aménager une voie qui est réservée seulement pour ce transport-là. Donc, amener cette voie-là a des effets positifs comme permet de diminuer, dans le fond, votre temps d'attente pouvait diminuer jusqu'à 22 minutes, ce qui est quand même bien, mais a beaucoup de points contre, comme par exemple, ça va vous amener des coûts d'aménagement, des coûts supplémentaires et quand même assez élevés, des coûts d'aménagement pour l'autoroute et l'agrandir, pour l'avoir spécifiquement réservé à la navette. De plus, on sait qu'au niveau des heures de pointe, les utilisateurs de l'autoroute peuvent s'impatienter, donc vont quand même utiliser ces fois-là. Donc, ça pourrait ralentir aussi le niveau de la circulation, ça pourrait créer un petit problème à ce niveau-là. Enfin, par rapport aux coûts, pour rentabiliser ces coûts-là, pour la navette, les coûts ont resté sensiblement les mêmes qui étaient à 8 $. Donc, la rentabilisation par rapport à tous les coûts de restructuration au niveau des structures va être assez difficile à aller chercher. Ensuite, la prochaine proposition a été l'aérotrain. L'aérotrain est une bonne proposition qu'on a vue qui permet de diminuer le temps d'attente qui va aller de 16 à 20 minutes. Cet aérotrain-là va aussi permettre d'augmenter la valeur mobilière allant jusqu'à 12%, ce qui est très bien. Ensuite, il y a une proximité au niveau des zones qui sont assez denses, qui est quand même une bonne efficacité au niveau de la clientèle. Puis, va permettre aussi de diminuer la congestion au niveau des routes, des chemins principaux. Donc, c'est ça. Pour au niveau des points contre par rapport à l'aérotrain, c'est que vous allez avoir des coûts qui sont des coûts au niveau des structures qui est quand même assez élevé, que vous allez évaluer allant jusqu'à 600 millions. Et en plus de ça, par rapport à l'utilisation de ces aérotrains-là, dans le fond, vous avez parlé d'une utilisation annuelle de 20 millions de dollars. Donc, c'est quand même des coûts qui sont assez élevés. Enfin, il y a la navette qui est non dédiée. La navette non dédiée qui vous permet d'aller desservir la partie est et de la joindre avec le centre-ville. C'est un train qui permet d'aller relier ces deux secteurs-là.
Puis, en fait, le fait de relier ces deux secteurs-là va réduire votre temps de transport, qui est le temps le plus court que vous pouvez aller chercher, qui est de 16 à 17 minutes, qui est quand même très bien. Et va permettre aussi de faire une augmentation au niveau de la fréquence des trains qui il va y avoir plus de trains qui vont circuler aux arrêts dans le fond. Il va y avoir moins de temps d'attente pour avoir un train. Et par rapport à la navette, les points contre qu'on a trouvés, c'est que le trajet qu'il va emprunter n'est pas direct, il n'arrêtera pas directement à l'aéroport. Les personnes qui vont l'utiliser vont devoir débarquer à Dorval, c'est ça? Ils vont devoir débarquer à Dorval et prendre un autobus pour se rendre à l'aéroport. Et comme on sait, pour les personnes, quand on a beaucoup de bagages, c'est un petit peu plate de devoir débarquer nos bagages, les transporter puis les ramener dans un autre autobus. Ça risque de créer beaucoup de mécontentement au niveau de la clientèle. De plus, la navette qui est non dédiée n'est pas vraiment adaptée par rapport aux bagages des personnes. Puis, finalement aussi, ça créait un investissement qui est quand même assez important, puisqu'il va falloir faire au niveau des structures, faire un aménagement des structures, faire des agrandissements pour pouvoir aménager le train qui est non dédié. Donc, maintenant, pour vous apporter notre plan d'action à court terme, je vais passer la main à mon collègue Joël. Alors, comme on a pu voir ici, on a vraiment répondu à la première partie du mandat qui était d'analyser les 4 solutions que vous nous avez proposées. Ce qui nous emmène ici, avec toutes les pour, les contre qu'on avait pour chacune des solutions, à en retenir 2 pour en faire une solution mixte. C'est toujours difficile de trouver une seule solution qui répond à l'ensemble de nos besoins. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vraiment avec, pardonnez-moi l'expression anglaise, mais un combo entre 2 solutions qui avaient chacun beaucoup de points pour, qui venaient pallier justement à leurs points contre, qui sont l'aérotrain et la navette 747. Donc, comme vous pouvez voir, en premier point, ce qu'on fait, c'est qu'on garde la navette 747 qui dessert présentement l'est de la région de Montréal. Pourquoi est-ce qu'on la garde? C'est une solution qui n'est pas présentement optimale, mais qui répond quand même à une certaine partie de votre problématique. On sait que on implique beaucoup des coûts qui sont assez énormes, donc on a vraiment besoin d'avoir des infrastructures qui vont se développer avec une certaine période de temps. Donc, pour laisser cette période de temps qui est nécessaire au développement des nouvelles infrastructures, on vous conseille de garder la navette 747. Comme on peut voir, cette solution-là a fait ses preuves. Elle est déjà implantée. On a un niveau de croissance à un an qui a décuplé. Elle est vraiment appréciée des utilisateurs. Donc, c'est une solution qui a quand même fait ses preuves, mais qui ne correspond pas entièrement à votre problématique. Ce qu'on propose, nous, c'est de prendre justement cette solution-là, qui a fait ses preuves justement dans l'est de Montréal pour l'implanter dans l'ouest. Pourquoi dans l'Ouest? C'est un secteur qui est présentement peu utilisé, justement, peu exploité par les systèmes de transport en commun. Comme on peut voir, il n'y avait seulement qu'une solution qui tenait compte un peu plus de l'Ouest, qui était justement la navette non dédiée, mais qui impliquait des coûts très énormes à développer dans l'Ouest et qui n'avait fait aucune preuve qui allait vraiment fonctionner et qui était dur à rentabiliser dû à la faible densité de population que l'on retrouve dans l'ouest de la ville de Montréal, comparativement au centre-ville qui était vraiment la zone qui était la plus dense. Aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que les problèmes de congestion par rapport à la circulation sont surtout présents dans l'est de la ville et non dans l'ouest. Ce qui nous amène qu'on peut utiliser justement une solution qui est peu coûteuse et qui utilise quand même le réseau de transport routier, qui n'occasionnera pas d'autres congestions, mais au contraire va en diminuer. Donc, ce qui nous amène à l'implantation, à la construction de l'aérotrain, parallèlement à tout ça. Justement, pourquoi on vous conseillait de garder la navette 747 à l'est, c'est parce que notre solution, à un peu plus moyen terme, court terme, moyen terme, c'est justement la construction de l'aérotrain, mais qui va prendre quand même une bonne période de temps. Donc, la navette 747 va combler ce temps qui est nécessaire. Pourquoi la navette 747? Vous avez présentement un problème de congestion vraiment à l'est de Montréal.
Ce problème-là nous amène qu'on ne pouvait pas utiliser une solution qui utilisait le transport routier. On devait vraiment aller vers une solution qui allait permettre de désengorger et de ne pas recharger encore plus votre système de circulation routier. Donc, avec ça aussi, on a une solution qui est écologique. C'est une solution qui va être très coûteuse et vous allez devoir avoir des appuis. Quand vous avez déjà là un côté écologique, aujourd'hui, comme on sait, dans le domaine où on est, surtout qu'on parle de circulation, on a quand même certaines personnes qui sont très touchées par ce côté-là. Aussi, on sait que le développement d'un train d'un aérotrain, comme principal désavantage aussi, avait une influence par rapport aux personnes qui vivaient proches des rails. Comme on sait, il y a une certaine baisse par rapport à la valeur de l'immobilier qui entoure les rails qui vont être développés par rapport à l'aérotrain. Nous, ce qu'on propose par rapport à ça, pour aller chercher une valorisation par rapport à l'immobilier, c'est d'utiliser des murs anti-son qui pourraient aller chercher l'esthétique et aller chercher aussi par rapport au son, la pollution sonore. Ce qui va aussi aider beaucoup à faire accepter de la population montréalaise le projet que vous voulez mettre. Pourquoi nous on croit en l'aérotrain, c'est que vous avez déjà la navette 747, oui j'y reviens, qui a fait ses preuves dans ce domaine-là. C'est un investissement de 600 millions de dollars, ce qui veut dire que c'est très dur de faire marche arrière ensuite. Nous, ce qu'on vous dit, c'est que c'est similaire à la navette 747 qui présentement ne parcourt que la rue Sainte-Catherine et la rue René-Lévesque. Donc, qui nécessite que toutes les personnes habitant dans les quartiers autour doivent se rejoindre à un point qui est quand même central, qui est soit la rue Sainte-Catherine ou la rue René-Lévesque. Avec l'aérotrain, il y a encore la présence d'un point central qui est justement la gare centrale. Donc, pour nous, on voyait un peu la nécessité des gens est encore là de se déplacer. Ils ont démontré qu'ils étaient prêts à faire ce bout de chemin-là, de se déplacer vers une avenue principale qui va devenir avec l'aérotrain la gare centrale. Donc, pour nous, on croit que les personnes vont vraiment bien accepter cette partie-là de notre projet, vu la similitude et justement le taux de réussite avec la navette 747, qui, somme toute, a des caractéristiques assez semblables avec l'aérotrain. De plus, comme on peut voir, ça c'était... Merci. Pour un moyen terme, pardon. Donc, ce qu'on fait, c'est l'implantation d'un tableau de bord. La partie du contrôle est souvent une partie qu'on oublie dans l'implantation de projets d'envergure, surtout comme celui-ci, qui est vraiment nécessaire de voir si on va dans le bon chemin ou on n'y va pas. Donc, avec un tableau de bord qui suivrait vraiment être capable de voir les taux d'utilisation, les taux de satisfaction, le taux de remplissage, justement, de nouveaux moyens qu'on met en place, qui vont nous permettre de réajuster, justement, par rapport à la navette 747 dans l'Ouest. On va pouvoir ajuster pour savoir si on voit une croissance qui est aussi fulgurante que dans l'Est. On va pouvoir rajouter des navettes, raccourcir les temps entre chacune des navettes et vraiment améliorer notre service qu'on offre là. Et faire de même aussi avec l'aérotrain qui, à moyen terme, va être développé pour l'Est de Montréal. Ensuite, par rapport au tableau de bord, comme on le propose, c'est la navette 747 qu'on vous a fait garder dans l'Est de la ville. Si on voit qu'on a un bon taux de réponse dans l'Ouest, on est capable de réutiliser ces infrastructures-là, qui sont les autobus adaptés pour le transport de bagages, ça, et les transférer justement dans l'Ouest, qui va diminuer des coûts quand vous allez réutiliser des investissements que vous allez déjà avoir faits et qui se sont rentabilisés, comme les chiffres nous ont montré avec la navette 747 déjà en place, qui se rentabilisent assez rapidement d'eux-mêmes. Aussi, qu'est-ce qui est important, comme on voit, l'entretien préventif. Surtout au niveau de l'aérotrain, il va devenir très important de faire un bon entretien pour avoir ça. Ça va être votre axe principal de transport qui va désengorger justement vos problèmes de congestion. Donc, si on veut le rentabiliser rapidement, on ne doit pas qu'il tombe justement en panne. Donc, avec un entretien préventif, on va être capable d'aller chercher ce point fort-là. Aussi, comme on peut voir avec nos solutions, somme toute, on diminue beaucoup le problème de congestion et aussi, en améliorant les transports en commun, on diminue le problème qui est relié à votre problématique d'emplacement de parking, ou de stationnement, pardon, qui est présent et qui va devenir à court terme vraiment une contrainte très importante. Donc, avec ça, on va être capable d'augmenter justement la période de rentabilité dans laquelle on doit réussir justement à rentrer dans nos coûts par rapport aux solutions qu'on va mettre en place, car on va enlever la première contrainte qui va être celle de stationnement qui va arriver bien avant 2030 par rapport à la contrainte associée à vos capacités de décollage et d'atterrissage. Donc, en conclusion, comme on peut voir, on a vraiment été selon les deux mandats. Donc, on a analysé chacune des solutions que vous avez proposées.
Ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y en avait aucune qui répondait parfaitement à l'ensemble de vos besoins. Donc, nous avons pris les deux meilleurs pour nous, qui apportaient le plus de points positifs pour en faire une solution mixte qui, selon nous, va vraiment être capable de venir cibler vos problèmes de congestion, mais aussi d'emplacement de parking qui sont très limités, qui vont vous permettre de garder, d'assurer que votre plan stratégique va pouvoir demeurer sur l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau plus longtemps, qui va vous permettre de rentabiliser justement vos investissements que vous allez faire pendant une plus longue période, qui vont vous laisser dans le fond une plus longue période pour rentabiliser vos investissements, pardon, et ainsi vraiment correspondre à vos besoins et être une solution adaptée par rapport à vos contraintes. Merci beaucoup. Nous sommes ouverts à une période de questions. Avez-vous fait une évaluation de cette rentabilité-là? Est-ce que ça va être rentable en 5 ans, 20 ans, 30 ans? Très bonne question. Je peux me permettre, dans le fond, c'est ça. Comme on disait, avec les données qui nous étaient données, c'était très difficile parce qu'il y avait des catégories d'utilisateurs. Il va vraiment falloir faire une évaluation par rapport à ça, par rapport aussi au coût final. On sait que c'est un investissement de 100 millions prévu, mais comme on sait, il y a toujours des imprévus. Justement, nous, ce qu'on a pensé, c'est avec le fait que la navette 747, qui était similaire, a montré un très bon taux de réponse. On croit avoir le même taux de réponse avec l'aérotrain. Donc, une solution qui a déjà quand même fait ses preuves. Et aussi, par rapport à ça, c'est ça, on a augmenté aussi votre horizon sur lequel vous pouvez rentabiliser vos investissements, ce qui vous donnait un délai supplémentaire, donc qui va permettre d'augmenter le temps pour lequel vous allez pouvoir amasser des fonds pour rentabiliser votre investissement. Pour en arriver à vos conclusions, vous en avez parlé un petit peu, mais je n'ai pas bien compris c'est quoi les critères les plus importants sur lesquels vous vous basez pour en arriver à dire que vous avez une solution mixte à votre train. C'est quoi les critères les plus importants qui sous-tendent votre proposition? Selon nous, le critère le plus important, c'est le fait qu'il y a vraiment beaucoup trop de congestion sur les axes principaux à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Il faut absolument trouver un autre point de départ pour ces gens-là, c'est-à-dire la gare, faire en sorte de dégorger aussi le stationnement que vous avez plus de place à agrandir. Puis on pense qu'avec cette solution-là, ça va régler la problématique du stationnement ainsi que de la décongestion des axes principaux là, dans l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Est-ce que je comprends bien? Votre plan, c'est de dire, on va prendre la 747, on la garde, on va en créer une genre de 747 dans l'ouest, de Dorval jusqu'à, disons, Baie-du-Fay, dans l'ouest de l'île de Montréal. D'une part, d'autre part, on arrive après ça à moyen terme, on va dire, avec l'aérotrain. Puis par la suite, la 747, la partie est, on scrape ça, on récupère les autobus, puis on les met dans la partie ouest. As-tu bien compris? Je peux me permettre. Aussi dans l'évaluation, on a fait la partie entre tableau de bord. Ces tableaux de bord-là, ce qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont récolter des données. Le taux de remplissage est toujours aussi efficace dans les autobus. Y a-t-il une diminution des taux? Si la 747 continue à fonctionner à plein régime également dans l'Est, c'est certain qu'on va la garder. Nous, si on voit qu'à cause de l'aérotrain, il y a une diminution et tout. Là, par contre, là, on va pouvoir la déplacer vers l'Ouest et pouvoir faire en sorte de rentabiliser votre investissement. Pensez pas qu'il va y avoir un certain cannibalisme entre les deux? Je peux me permettre. Dans le fond, c'était là l'implantation progressive. On ne peut pas couper carrément les deux, couper la 747 pour mettre en place l'aérotrain, mais justement, en y allant progressivement, sur une période peut-être d'1 an, on va être capable justement d'éliminer ce cannibalisme-là entre les deux. Merci. Fait. Tu peux me remettre. Dans le fond, on garde le 600 millions qui avait déjà été évalué pour l'aérotrain. C'est sûr qu'il va y avoir un investissement à faire par rapport à la nouvelle 747 pour la portion Est. Un investissement qui va probablement être semblable à ce qui a déjà été fait par rapport à la 747 présente. Et que, comme on a pu voir, c'est rentabilisé assez rapidement, donc c'est un investissement qui ne nécessite pas nécessairement un financement à long terme. Tu
tu as besoin d'autres autobus pour faire ça? En fait, on est obligé de prendre La d'autres. capacité de l'autobus qui existe est suffisante pour ton solution? Ben, dans le fond, c'est sûr, vu qu'on regarde la 747 qui est déjà présente, on va pouvoir investir dans des nouvelles autobus pour développer la nouvelle ligne dans l'Est. Et ensuite, avec le tableau de bord, on va être capable d'évaluer vraiment par rapport à notre capacité, s'il faut l'augmenter ou on la laisse comme elle est là présentement. C'est quoi la gare de destination de choix? Je n'ai pas bien saisi. Est-ce que c'est Lucien-Lally ou la gare centrale? La gare centrale. C'est la gare centrale. La gare que j'avais pas bien entendu. Ok, pardon. On s'en fait le tour.